Voilà, c'est parti. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation et merci aux uns et aux autres de vous rendre disponibles pour cette présentation. Alors, quand on m'a contacté, moi, au début, j'étais, comment dire, pas forcément très à l'aise avec cette idée de présenter parce que vous allez voir que c'est quand même des bricolages entre ce qui est attendu et ce qu'on arrive à faire en termes de gestion des données. Et on m'a dit: «Mais non, c'est exactement ce qu'on veut voir, être confronté, les types d'arrangements auxquels vous pouvez, parvenir». Donc du coup, ça va être une présentation assez transparente sur les tâtonnements qu'on peut avoir au niveau de la gestion des données dans un projet, interdisciplinaire comme cela a été dit. Alors je vais commencer par, vous parler, donc ça, bon voilà, c'est les différents points qu'on va voir. Donc je vais commencer par vous parler un peu de ce qu'est ce projet CosmoArt, les types de données donc qui sont récoltées dans le projet, toutes les enfin pas toutes, mais en tout cas les principales discussions et points de désaccord qu'on a pu avoir, selon les disciplines par rapport à la question de la gestion des données et les accords auxquels on est parvenu, les choix qui ont été faits en termes de dépôt. Et puis, ben, après, une fois que tout ça est fait, beh, il faut les gérer, concrètement, les données et aussi la question de la responsabilité de chacun de faire, ces dépôts au fur et à mesure avec, ben, aussi la problématique que plus on attend pour, commencer à gérer ces données, plus après ça va être long de s'y mettre. Donc voilà, c'est une présentation, sur ces différents points et encore une fois assez, transparente et je répondrai également avec, transparence à vos différentes, questions. Alors le projet, CosmoArt, de quoi est-ce qu'il, s'agit, hein? Je vous présente rapidement, mais je suis obligée de le présenter pour que vous puissiez comprendre, les enjeux en termes de gestion, des données. Donc c'est un projet qui se passe, en Afrique australe. Déjà, ça, c'est un premier point qui intervient quand on parle de gestion des données parce qu'on est des partenaires français, heu, sud-africains, namibiens. On a également un collègue, australien. Donc il y a les différentes réglementations dans les différents pays et puis après il y a les réglementations aussi dans les universités et puis après il y a comment est-ce qu'on compose avec cette, diversité. Sachant que donc après, au-delà du fait que ça fasse intervenir des collègues dans ces 4 pays, c'est un projet qui se déroule en Afrique australe. Donc, les différentes missions associées à ce projet ont lieu en Afrique du Sud et en Namibie, qui sont les 2 pays dans lesquels on travaille. Donc, l'enjeu de manière générale au niveau du projet, c'est de renouveler la manière d'appréhender la question du patrimoine dans ce contexte, Afrique australe, qui est un contexte particulier marqué par des enjeux, postcoloniaux importants, avec la question de l'héritage, de l'apartheid, de l'héritage, de la manière dont, le patrimoine a été construit et géré, par des administrations, bah, d'origine coloniale et comment est-ce qu'on compose avec ces héritages-là et comment est-ce qu'on essaye de faire du lien entre différents positionnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, tout ce qui va être une réglementation donc essentiellement, héritée d'une vision très occidentale de ce qui fait patrimoine et en même temps, on a les rapports aux gens, les communautés, comment est-ce qu'elles, définissent ce qui fait patrimoine, comment est-ce qu'elles vivent ce qui fait patrimoine, comment est-ce qu'elles vont le mettre en valeur, comment elles sont associées à cela. Donc on a plein de différents groupes d'acteurs autour de cette question du patrimoine qui ici est ciblée sur les sites d'art rupestre. Donc on travaille uniquement sur, cette question du patrimoine autour des sites d'art rupestre et comment les sites d'art rupestre, font patrimoine, comment, pour qui, pourquoi, avec quel type de contenu et quel type d'enjeu. Donc c'est pour travailler sur cette grande question, là, sur, comment est-ce que ça fait patrimoine et comment est-ce qu'on peut, tisser des liens entre différents, positionnements. On est, différentes disciplines qui sont investies et au-delà des disciplines, c'est surtout, bah, différents chercheurs et différentes personnalités, différentes manières de se positionner par rapport aux enjeux de gestion des données.
ça dépasse la question des champs, disciplinaires. Donc on est, 35 membres, on est même un peu plus parce qu'il y a des membres qui nous ont rejoints en cours de projet, donc maintenant on est plutôt une quarantaine avec, donc essentiellement, comme champs disciplinaires qui sont représentés, l'archéologie, l'histoire, la muséographie, la géographie, humaine, l'anthropologie culturelle, la géomorphologie et les sciences des matériaux. Et donc, bah, notamment dans les partenaires qui nous ont rejoints, il y a également la géologie maintenant qui est représentée dans ce projet. Donc, ces différentes disciplines, bah, elles travaillent selon, différents axes, pour interroger dans quelle mesure les sites d'ARUPES font patrimoine. Alors, en termes de type de grands champs qui vont être mobilisés, hein, ça dépasse le cadre des SHS, étant donné que vous avez également, les sciences de l'environnement et ici, les sciences de l'univers avec, la géologie qui vont être, mobilisées. Donc, on a des données extrêmement, diverses, récoltées et sur lesquelles je reviendrai juste après. Hem, pour, hem, pour finir de vous présenter le projet, qui s'organise autour du coup de la question de l'approche cosmopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire l'approche, cosmopolitique? C'est en lien en fait avec un positionnement qui reconnaît, enfin qui pose de facto, le fait qu'il y a différentes manières d'être en relation avec ce qui fait patrimoine. C'est-à-dire que ce soit un espace protégé, que ce soit une église, que ce soit un site archéologique, suivant votre positionnement personnel et aussi la catégorie d'acteurs dans lesquels vous allez vous inscrire, vous n'allez pas définir le site, comme faisant patrimoine pour les mêmes raisons. Pour vous prendre un exemple concret, au niveau des sites, d'art rupestre, on a donc, eu des approches très occidentales de ce qui va faire patrimoine et les sites d'art rupestre vont faire patrimoine parce qu'ils sont vieux et parce qu'ils sont beaux. Parce qu'on a des jolies représentations, avec un souci d'esthétisme, avec, des maîtrises, de perspective, d'estompe et en même temps, on a, des datations, relatives qui l'inscrivent dans le temps long. Donc c'est essentiellement en raison de ces valeurs d'ancienneté et d'esthétisme, pardon, que les sites d'Arupes vont faire patrimoine pour on va dire pour les personnes qui se reconnaissent dans une approche occidentale de ce qui fait patrimoine. Et pour, des personnes qui vont relever de d'autres, groupes, qui ont d'autres lectures du monde, notamment des communautés qui ont encore des rituels en lien avec les sites d'art rupestre, bah, l'art rupestre va faire patrimoine en raison de valeurs spirituelles. Ce qui est signifié, en termes de production graphique et passe au second plan. C'est-à-dire que des sites d'art rupestre qui vont être, effacés, enfin partiellement effacés, vont parfois être chargés davantage de valeurs patrimoniales que ceux qui vont être très clairs et très distincts, et qui pour ceux qui ont une approche davantage occidentale, feront davantage patrimoine. Donc on a des manières de faire patrimoine qui sont différentes suivant à la fois des groupes d'acteurs, mais aussi suivant des trajectoires, particulières, individuelles. C'est pas parce qu'on est dans telle catégorie d'acteurs qu'on va avoir telle relation à ce qui fait patrimoine. Il y a d'autres facteurs plus individuels et personnels qui peuvent intervenir. Donc, cette approche, cosmopolitique, elle reconnaît de facto qu'on a différentes, ontologies du patrimoine, différentes manières d'être au patrimoine. Et donc elle essaye, par le biais des différentes données qu'on va collecter, différentes méthodes qui sont mises en œuvre, de trouver, ben, des points d'intérêt interculturels, des passerelles entre ces différents positionnements pour essayer d'avancer dans une gestion collective de ce qui fait patrimoine en intégrant, ces différents regards, ces différentes manières d'être en relation à un site d'art rupestre. Parce que pour terminer là-dessus, suivant comment vous définissez ce qui fait patrimoine, derrière, il va y avoir des conséquences dans la définition d'un plan de gestion. Par exemple, si pour vous, un site d'art rupestre fait patrimoine parce qu'il est vieux, parce qu'il est beau, vous allez chercher à protéger le site d'art rupestre en tant qu'œuvre d'art.
Donc vous allez mettre en place, des barrières, des points de contrôle, des guides et on va avoir une gestion extrêmement, contrôlée, de l'accessibilité. Parfois même allant jusqu'à couper l'accès aux gens qui, eux, vont, éprouver le site d'art rupestre en tant que site qui fait patrimoine au regard des valeurs spirituelles et qui ont besoin d'accéder au site pour que cette valeur fasse sens. Et où donc là, on a complètement une autre approche. On a également une gestion de l'accessibilité, mais pas du tout de la même manière. Ça va plutôt être avec, des histoires orales qui vont véhiculer des tabous et des interdits et on va pas avoir forcément de barrières physiques et de guides et de clés qui vont contrôler l'accès. Donc, la manière dont on définit ce qui fait patrimoine a des incidences sur les plans de gestion et sur aussi l'intégration ou l'exclusion de certaines personnes par rapport à ce qui fait patrimoine. Donc on a des réels enjeux à penser, des passerelles entre ces différents positionnements pour avancer, pour aider en tout cas les institutions, gestionnaires à avancer dans la définition d'un collectif partagé et de modes de gestion qui soient à la fois, intégrés et et respectueux de ces différents positionnements pour être, durables, dans le temps. Donc là, c'est les différents groupes autour desquels on s'organise, hein, un projet ANR, il y a différents axes. Heu, Certains d'entre nous vont davantage réfléchir aux usages actuels et ce qui, aussi, intègre, donc de documenter les différentes pratiques que vous avez autour des sites. D'autres sont plus ciblés sur, vraiment l'aspect touristique parce que les sites sur lesquels on travaille ont aussi ces modalités, de mise en accessibilité à un public extérieur, du type touristes domestiques ou touristes internationaux, mais qui en tout cas ne vivent pas dans, la zone et un dernier groupe qui est plutôt sur les questions de vulnérabilité, c'est-à-dire, bah, suivant les différentes valeurs aussi, comment est-ce qu'on perçoit la vulnérabilité d'un site? Si pour, vous, le site fait patrimoine parce qu'il est beau, et ben vous allez percevoir l'endommagement de la peinture comme étant un problème. Donc c'est une vulnérabilité liée aux peintures. Si pour vous, le site, il fait patrimoine parce que c'est un lieu où on peut venir se recueillir, vous allez percevoir son endommagement en lien avec peut-être certaines pratiques touristiques. Si, les touristes viennent sur le site et peut-être dans une tenue qui est pas adéquate ou ont pas des comportements appropriés, vous allez percevoir un endommagement de la valeur spirituelle du site. Donc on va avoir différents types de vulnérabilités qui sont liées aux valeurs et aussi aux modes de gestion qui sont mis, en place. Et de manière transversale à ces 3 axes, on a également des collègues qui travaillent à documenter les sites d'art rupestre, c'est-à-dire à essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la période où la production graphique a eu lieu. Donc là, c'est plutôt les collègues géologues, géomorphologues et archéologues qui vont essayer de documenter, hem, cette période où l'inscription graphique a eu lieu, la production graphique a eu lieu, pour la replacer dans le temps et en même temps, ça vient nous renseigner aussi sur toute la construction du discours scientifique. Parce que le discours scientifique, il est jamais neutre et il intervient aussi dans ces jeux de pratiques, de représentation et de valeurs. Et ça permettrait aussi, bah, on profite quelque part, on utilise aussi ce projet pour approfondir, les connaissances, au niveau des sites d'art rupestre en termes au niveau du temps de la production de l'acte graphique. Pas uniquement des usages contemporains, mais on essaie de faire du lien en fait entre ces 2 volets. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre quand est-ce que ces peintures ont été faites et en même temps faire du lien avec les discours et les valeurs qui aujourd'hui sont tenus et les différents usages dans le monde, contemporain. Donc on travaille essentiellement sur, 2 régions qui sont donc dans 2 pays d'Afrique australe, en Afrique du Sud et en Namibie. En Namibie, on est dans un massif qui s'appelle le massif de l'Erongo, qui est un massif, granitique
et qui a en fait cette particularité d'être, un ancien volcan. Et à l'intérieur du volcan, on va avoir essentiellement des propriétaires, des propriétaires, enfin des anciens fermiers qui aujourd'hui ils n'ont pas une activité, de, liée au pastoralisme ni à l'agriculture. Donc on est sur on les appelle les fermiers, mais en fait ils ont plus d'activité en lien avec ça. Et essentiellement, eux, ils ont hérité de très grandes propriétés qui ont été découpées au début du XXe siècle lorsque c'était une colonie, allemande et donc des propriétés, qui sont vraiment gigantesques en termes, d'hectares. On est à 6 000 hectares en moyenne, pour, chaque, propriété et qui, sont donc essentiellement donc des propriétaires, blancs et qui sont généralement la quatrième génération, après les colons allemands. Donc ça, c'est à l'intérieur du massif et ce sont eux notamment, vous avez sur la photo ici en bas à gauche, qui vont, proposer des circuits de découverte des sites d'art rupestre avec des guides qui sont ici issus des communautés locales, pas forcément locales au sens où elles habitent à côté du massif, mais ça peut être, local dans le sens plus général qu'elles habitent en Namibie. Ici avec un guide qui vient du nord de la Namibie. Si je prends la carte qui est au-dessus, donc en haut à gauche, qui vient, au-dessus du parc, d'Etosha dans la région, des, Oshiwambo. Donc ces propriétaires blancs vont mettre, en tourisme à l'intérieur du massif ces sites, d'art rupestre et donc un des objectifs du projet, c'est de comprendre les positionnements, de ces propriétaires par rapport aux sites d'art rupestre, des communautés environnantes par rapport aussi à ces sites d'art rupestre et aux différents enjeux de mise en tourisme. Donc on a, à l'intérieur de ce massif, là, vous avez d'autres représentations de sites d'art rupestre, hein. En haut à gauche, c'est un site qui s'appelle Fackeltrager et en bas, c'est un site qui s'appelle, Ekuta, qui sont toujours sur, ces grandes propriétés, blanches avec, des formes de mise en tourisme gérées du coup par, ces descendants qui sont namibiens aujourd'hui, hein, mais qui sont donc, d'origine, allemande. Et donc on a, ces sites, notamment là les 2 qui sont représentés, qui ont été déclarés monuments nationaux. Donc, là on a de la réglementation à prendre en compte. Donc, qui sont sur ces fermes, là ici donc avec un statut foncier particulier, alors qu'à l'extérieur du massif, on est dans des terres communautaires. On a différentes formes de mise en tourisme avec, des degrés aussi de fréquentation, des sites qui sont paradoxalement assez remarquables, comme ici le site d'Ekuta en termes de quantité de représentation, mais qui ont très peu de fréquentation touristique parce qu'ils sont à plus d'1 heure et demie à l'intérieur du massif et on a aussi assez peu de promotion touristique qui va être faite et de raccordement au tour opérateur. Et d'autres, qui sont donc aussi, d'un point de vue esthétique, remarquables, mais qui sont plus petits en termes de production graphique, de quantité de production graphique, comme le site que vous avez, en haut, mais qui sont très fortement connectés au circuit touristique et où là, on a une fréquentation touristique assez importante, hein, de l'ordre de, 20 000 visiteurs, par an. C'est difficile à quantifier parce que c'est très difficile d'avoir accès à des données, stables. Donc ce sont uniquement des estimations. Et donc avec des sites qui sont perçus vraiment de manière différentielle suivant les différents groupes d'acteurs. Et puis en Afrique du Sud, hein, si je reprends l'autre carte là juste avant, donc en Afrique du Sud, on travaille ici, donc ce point, il est situé à proximité, enfin sur la région de Kimberley, donc une ville diamantifère hein, qui a vu son développement au début, enfin à la fin du 19e siècle de manière exponentielle par rapport à l'activité du diamant. Et donc si on reprend donc, qui est la carte qui est en haut à gauche, là vous voyez donc Kimberley qui est dans le Northern Cape en termes de province, mais pas très loin du Free State. Et vous avez, la carte en bas à gauche, donc on voit la ville de Kimberley, l'étendue spatiale et à côté, on a donc une ferme qui s'appelle la ferme de Platefontaine avec la localité de Platefontaine et un site d'art rupestre qui s'appelle Videbiscuit et qui est donc, le site que vous voyez ici en orange. Ce que vous voyez en orange sur la carte, c'est on va dire l'étendue occupée
par l'aménagement touristique autour d'un site d'art rupestre. Et toute cette grande ferme que vous voyez ici est en lien avec cette localité qui s'appelle Platefontaine. Et je vais vous préciser un petit peu plus qui sont ces communautés, parce que vous allez voir que c'est en lien avec les types de données aussi qu'on doit récolter. Donc, ce que vous avez à droite, c'est l'aménagement du site. Donc là, on n'est pas du tout dans un contexte de massif montagneux comme c'était le cas dans les Rongos, en Namibie. Là, ici, on est sur un grand plateau avec des reliefs. Et sur certains de ces reliefs, vous avez donc des gravures. Donc, on n'est plus dans des peintures, comme c'était dans le cas dans les Rongos, même s'il y a quelques gravures dans les Rongos. Mais là, ici, à Ville de Biscuil, on est uniquement dans le cas de gravures qui sont donc là disposées sur une colline, donc le site de Ville de Biscuil. Et vous avez donc un cheminement ici en bois qui permet de découvrir ces différentes gravures et qui part donc de ce centre qui a été mis en place dans les années 2000. Un centre fortement soutenu par les autorités nationales et provinciales, avec comme objectif d'intégrer les populations qui sont à proximité, qui sont les populations de Platefontaine. Donc, ce site, il a ceci de particulier que donc ces gravures à Ville de Biscuil sont donc à côté de cette localité qui s'est développée. Platefontaine, elle est assez récente, hein, en fait. Elle s'est développée au fin des années 90, début des années 2000. Avant, ici, vous aviez personne. Aujourd'hui, vous avez 10 000 personnes. Donc, on a 10 000 personnes en 25 ans qui se sont installées ici et qui se sont organisées avec ici une photo des types d'habitats que vous pouvez avoir. Un habitat assez classique en zone rurale, hein, en Afrique du Sud, avec des maisons assez standardisées, avec 2 pièces à l'intérieur et la cuisine ici à l'extérieur et les toilettes au fond du jardin. Et ces communautés qui vivent aujourd'hui à Platefontaine, elles ont ceci de particulier qu'elles, donc vous voyez ici là, hein, les Koué et les Koun, donc qui sont des San. Là ici c'est Platefontaine, hein, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Et ces Koué et ces Koun, ils viennent en fait des Koué et des Koun que vous avez ici au nord de la Namibie et au sud de l'Angola. Et ces populations Koué et Koun, lors de la guerre, la première guerre donc on va dire des puissances blanches contre l'Angola, et ensuite lors de la guerre entre l'Afrique du Sud et la Namibie pour l'indépendance de la Namibie, ces populations Koué et Koun, une partie de ces populations ont été enrôlées de force par l'armée sud-africaine blanche, parce que c'était d'excellents traqueurs, et pour monter donc pour le mode de guerre guérilla, donc des commandos d'action rapide. Et donc ces Koué et ces Koun, au moment de l'indépendance de la Namibie, ont été vus comme des parias chez eux. Donc l'indépendance de la Namibie, c'est en 91. Et donc en 1991, le gouvernement sud-africain qui était encore sous l'apartheid, vu que l'indépendance de la Namibie, c'est en 94, ce gouvernement a offert aux militaires Koué et Koun qui avaient rejoint les rangs de l'Afrique du Sud, de l'armée sud-africaine blanche, d'être relocalisés avec leurs familles en Afrique du Sud. Donc les Koué et les Koun, en 1991, suite à 1991, donc c'est en tout 5000 personnes au total, hein, parce que c'est à peu près 500 soldats et avec leur famille, ça faisait 5000 personnes qui sont donc venus, qui ont été relocalisés ici autour de Kimberley. Et ils n'ont pas été relocalisés n'importe où. Ils ont donc été relocalisés à proximité d'un site d'art rupestre. La logique à ce moment-là du gouvernement sud-africain, c'était que ça faisait sens parce que ces Koué et ces Koun sont San, donc des populations de chasseurs-cueilleurs, et les sites d'art rupestre, les productions graphiques sont attribués aux San. Donc ça faisait sens de les relocaliser à côté de ce que les autorités considéraient comme faisant patrimoine pour eux. Sauf que ici, dans le nord de la Namibie et le sud de l'Angola, vous n'avez pas d'art rupestre. Donc c'est des Koué et des Koun, ok, c'est des San, qui font partie de ce grand groupe auquel on attribue les productions d'art rupestre, ce type de production en tout cas. Ça ne fait pas forcément sens pour eux.
Et, et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur cette région-là, c'est pour voir dans quelle mesure ça fait sens ou pas. Et donc, ils ont été relocalisés à proximité de ces gravures avec toute une volonté à l'échelle nationale et provinciale, ben, de mobiliser cette proximité. On a des sites d'art rupestre qui ont été faits par les SAN, on a des SAN qui vivent à côté, et ben, on va mettre en avant la culture SAN pour essayer de développer le tourisme autour de cette entrée SAN, même si on a des populations qui viennent de plus de 1000 kilomètres de ce site et que là où ils ont grandi, il n'y a pas de site d'art rupestre. Et tout ça, ça participe en fait à la reformulation de ce qui fait patrimoine pour les uns et les autres. Dans un contexte économique qui est très particulier, vous avez 90 de taux de chômage et on a donc des déplacements répétés de population avec beaucoup de migrations, hein, entre les Koués et les Kouns qui repartent, qui reviennent, etc. Donc c'était assez long de vous poser l'ensemble, du projet, mais ça va permettre d'aller plus rapidement sur, les données qui sont récoltées dans le projet, parce que là déjà vous voyez la diversité des données qu'il faut récolter. Alors déjà, il y a beaucoup de photographies. On passe beaucoup par l'observation, donc il y a toutes les photographies des sites d'art rupestre, des aménagements touristiques, de tous les panneaux. On a aussi tous les documents d'archives parce que, pour comprendre comment est-ce que ça fait patrimoine, il faut aussi se replonger dans toute la mise en place de la réglementation et de la législation autour de l'archéologie en Afrique australe. Donc, on passe beaucoup de temps dans les différents centres d'archives, et ces documents ne pouvant pas être scannés sur place, on a aussi beaucoup de photos de documents, d'archives. Ensuite, il va y avoir toutes les photos aussi des facteurs d'endommagement. Donc, par exemple, si dans un site d'art rupestre, une peinture est endommagée par, des défections d'animaux ou par du ruissellement d'eau, on va avoir tout ce type-là de documentation. Toutes les photos de contextualisation, donc des paysages dans lesquels s'inscrivent les sites d'art rupestre et puis toutes les photos qui sont liées à la vie et aux pratiques des différentes communautés et au-delà des communautés, des groupes d'acteurs qui sont autour de ces sites d'art rupestre. Que ce soit donc des communautés SAN, des communautés, bantoues qui vivent à proximité des sites d'art rupestre, en Namibie, des différents groupes, d'acteurs, entre les institutions, les fermiers, hem et d'autres types d'acteurs aussi, notamment tout ce qui va être, les acteurs du secteur touristique, donc de documenter les pratiques notamment des tours opérateurs. Donc on a vraiment énormément de photos. C'est, vraisemblablement le type de données que l'on a, qu'on en a le plus. Donc là, je vous ai mis différents types d'exemples. Là, notamment, c'est un des lodges. Donc, quand un lodge qui est à côté de Platefontaine, c'était un projet de lodge associant la communauté. Donc, on va documenter à la fois l'accessibilité, le lodge en lui-même, l'intérieur du lodge et ensuite tous les différents panneaux qui sont autour et qui, par les logos, vont donner des indications sur, les acteurs qui sont impliqués, dans, ces dynamiques. Donc ça, c'est les photos des documents, d'archives. Là, ça va être toutes les photographies, je vous disais, les moments de vie et comment les communautés, s'organisent. Alors, je tiens à préciser ici que les enfants ne sont pas en train de faire, des petits sacs, de cocaïne ou je ne sais quoi, parce que c'est vrai que ces petits sacs blancs, on m'a fait la remarque comme quoi ça a posé vraiment question: «Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs?» C'est des sacs de lessive. Donc voilà, on achète, c'est très difficile d'acheter pour le futur. Donc on achète ce dont on a besoin tout de suite pour faire la lessive dans des petits paquets, soit de lessive et on a exactement la même logique pour les dosettes de shampoing ou de gel douche. À chaque fois, on va acheter à l'unité, alors que ça coûte moins cher d'acheter en gros, mais on ne peut pas se permettre d'acheter en gros. Donc voilà, ce type de photos aussi, on a besoin de comprendre ces dynamiques-là. Ça nous raconte aussi ce que sont les réalités, dans ce type, de lieu. Toutes les photos des réunions qu'on a avec les communautés, on passe beaucoup de temps à discuter avec des entretiens, des focus group, mais après aussi avec des entretiens, individuels. Également de documenter la manière dont se déroule la recherche pour avoir des traces de comment est-ce qu'on a été engagé dans cette recherche et questionner aussi
notre rôle en tant que chercheur et les effets produits par, le chercheur. On a également des films. En plus des photographies, on essaye de faire des films, donc avec les différentes ambiances de paysages, d'expériences touristiques, et on a des entretiens qui sont partiellement filmés. L'idée au départ, c'était de faire, un petit documentaire, qui montrerait le projet en train de se faire. Je pense pas qu'on va y arriver parce que, on n'a pas réussi d'entrée de jeu à se mettre d'accord sur, les volets, techniques, notamment à quelle, vitesse d'image on filmait, les formats, et il y a différents appareils qui ont été utilisés pour filmer, et je pense que ça va faire, un rendu, au montage qui sera pas très, satisfaisant. Donc on essaye plutôt maintenant de faire des petites capsules sur les différentes, missions. Et puis donc on a beaucoup d'entretiens également, des entretiens semi-directifs qui sont enregistrés. Donc on a à la fois la donnée son, de la bande son, et on a également une transcription écrite, et on a aussi les notes qu'on a prises dans nos carnets de terrain. Donc ça fait encore différents types, de données. Après, vous avez ce qui s'appelle les relevés d'endommagement des parois. Donc ça, c'est ce que font, mes collègues des sciences des matériaux. Donc ils vont pour, chaque paroi évaluer la vulnérabilité, plutôt ici au regard d'un endommagement physique des peintures. Donc on a ce type-là de relevé. Également, ils vont faire des cartes d'altération. Donc à la fois, on a les données d'humidité et de température, et aussi la carte qui est produite, c'est à la fois un résultat, mais aussi une donnée, qui peut servir après à di enfin, c'est à la fois, oui, un résultat interprétatif, mais en même temps une donnée pour la suite, qui peut être remobilisée dans d'autres types de démarches. On a également, des relevés, 3D avec les modèles numériques des différents abris sous roche sur lesquels on travaille. Donc là, c'est mes collègues, où je vous disais, qui essayent d'avancer sur, documenter les phases de production graphique, quand c'est que ces peintures ont été, produites. Et alors c'est extrêmement difficile de dater les peintures parce que c'est de l'ocre, et aujourd'hui, les datations sur l'ocre, ne sont pas encore, optimales, les techniques de datation. Donc pour essayer de comprendre quand c'est que ces peintures ont été produites, une manière de procéder, c'est d'analyser le paysage et d'interroger l'évolution du paysage pour arriver à caler dans le temps, bah, ces peintures, elles ont été produites à tel moment de l'évolution du paysage, et là, on est à peu près dans ce temps de production. Donc c'est ce qui s'appelle une chronologie relative. Donc ça aussi, ce sont on a à la fois tous les données nuages de points et en même temps les modèles numériques qui sont produits à partir de l'agrégation de ces données, mais qui sont une autre forme de données, comme les cartes d'endommagement, juste avant. Donc voilà, là, c'est des modèles, qu'on peut faire tourner dans l'espace et interroger, l'évolution des blocs, quel bloc est tombé avant lequel, et cetera, et cetera. On a également des cartes, alors que ce soit des cartes qui, vont être plutôt, des cartes qui permettent d'appréhender les dynamiques spatiales, donc ici la localité de Platefontaine, comment les couées et les cônes s'organisent dans cet espace, avec, une ligne de séparation fictive, quels sont les lieux qui sont à la frontière entre ces communautés. Et en même temps, on a ce qu'on appelle donc un SIG, système d'information géographique, où par exemple sur à Ville-de-Biscuit et sur une partie de l'Erongo aussi, toutes les sites d'art rupestre, ont fait l'objet d'une prospection systématique et ont été renseignés dans un SIG, pour améliorer la connaissance, de ces différents sites. Donc ça, c'est encore d'autres types, de données. Et ça permet après de réfléchir notamment, en termes d'analyse spatiale, sur les liens entre la répartition de ces sites et l'altitude, et également, le type de roche ou les types de structures en pierre qui sont situées à proximité. Alors du coup, au départ du projet, on a mis en place un plan de gestion, comme c'était un prérequis, hein, au niveau de l'ANR, hein. Nous, on faisait partie de la vague où c'était, obligatoire de fournir un plan de gestion. Mais bon, entre ce que demande l'ANR et la manière dont on va réellement s'organiser après, il y a quand même un grand écart. Donc je vais en venir maintenant sur les points d'accord et de désaccord.
Alors, les points de tension, ça a été notamment sur les photographies, les films d'ambiance lorsque les personnes sont identifiables et n'ont pas signé un formulaire de, consentement, avec la question de l'identification possible des personnes. Donc là, par exemple, sur, ces différentes, photos, on a différents statuts au niveau des personnes. Là, à gauche, on a Hugo qui est un des doctorants du projet. Là, ça pose pas tellement de problème. Cette personne-là, elle est suffisamment tournée pour qu'on la reconnaisse pas. Cette personne, elle est, en partie identifiable parce qu'on va avoir la date de la prise de photo et le lieu et donc du coup, par recoupement, on peut savoir qui est cette personne et quand on prend comme ça des photos d'ambiance de terrain, c'est matériellement pas possible de demander, aux personnes de signer un formulaire de consentement. Enfin, c'est temporellement pas possible. Et puis ça viendrait complètement hacher, en fait, le temps d'observation. Donc et là, à côté, donc vous avez cette, personne âgée, les enfants. Là, ici, Karina, c'est une personne du projet. Donc une des solutions possibles, c'est de stocker et de verser ces données en floutant les visages. Donc les décisions qui ont été prises, c'est que quand on pense que c'est possible d'identifier les personnes, de systématiquement flouter les visages sur les photos, et d'essayer dans la mesure du possible de déposer à la fin du projet des photos où il ne puisse pas y avoir de questionnement sur ces questions de consentement, des photos qui puissent pas apporter, à, conséquence. Au niveau des entretiens, donc les entretiens semi-directifs, hem, presque tous, pas tous, parce que pareil, temporellement, des fois, c'est pas possible. Des fois, il y a des entretiens qui se déclenchent, sur le temps d'observation du terrain sans qu'on ait le temps de faire signer un formulaire auparavant, et c'est pas toujours possible non plus de le faire signer après, suivant les dynamiques d'observation de terrain. Donc une partie d'entre eux, en tout cas, ont fait l'objet d'une signature d'un formulaire de consentement et donc ceux-là, on peut penser à les déposer avec, la question de qu'est-ce qu'on dépose entre la bande son et la transcription et comment est-ce qu'on va gérer l'accès? Donc là, des très fortes tensions avec nos collègues, anthropologues, qui sont encore beaucoup plus, crispés, on va dire, sur ces questions, réticents sur ces questions que ne le sont, les géographes en géographie humaine. Donc du coup, les décisions qui ont été prises, c'était de déposer les bandes son et les transcriptions, mais avec un embargo et un embargo qui aura comme conséquence qu'on est obligé de demander l'accord du coordinateur de projet pour avoir accès aux données, quelle que soit la durée de temps et que du coup, ce soit le coordinateur de projet qui, en accord après avec les différents partenaires, va donner ou non son accord suivant la demande qui est formulée et suivant les usages qui veulent être faits, des, données. Et derrière, il y a aussi cette question de fond, hein, à qui appartiennent les données quand on travaille avec les communautés en contexte postcolonial et cette, réflexion et on a eu beaucoup de discussions là-dessus, que déposer les données, c'est aussi des formes de dépossession, par rapport aux personnes qui ont été interrogées. Donc nous, on le voit comme quelque chose de positif, mais quand on réfléchit aux enjeux éthiques, ça soulève certaines questions. Les carnets de terrain, alors là, tous, il n'y a pas eu de discussion, ça a été non, on ne dépose pas les carnets de terrain. C'est vraiment, qualifié comme un support très, personnel avec des annotations, assez, subjectives et qui sont trop et puis il y a un lien, un affect trop important par rapport à cet objet, ce support carnet de terrain. Donc là, eux, ils ne seront, pas déposés. Donc après, par exemple sur les relevés d'endommagement des parois, là, ce que je vous ai montré, ce que font mes collègues pour noter tous les processus d'endommagement. Bah, après il y a toute la question aussi de la propriété intellectuelle parce que les cartes notamment d'endommagement, ont fait l'objet enfin sont le résultat de développement méthodologique et donc bah, comment déposer cela, avec ces questions de propriété intellectuelle. Donc le choix qui a été fait, si je remonte rapidement, c'est de déposer uniquement ces feuilles de relevé, mais pas de déposer ensuite,
les cartes auxquelles ça permet, d'aboutir. Hop, excusez-moi, je reviens. Pareil pour les relevés 3D, donc les questions de propriété intellectuelle. Donc là, mes collègues, ils sont en train de rédiger un data paper sur, les relevés 3D. Donc ce type-là de données, fera l'objet d'une valorisation via un data paper. Ensuite, il y a toute la question des cartes et des SIG. Et là, c'est vraiment une question, sensible, notamment les SIG où vous avez la localisation des sites d'art rupestre. Donc ces types-là de SIG. Parce que là, alors ici, à Ville de Biscuit, on est dans un site qui est géré déjà par une institution, patrimoniale. Donc il n'y a pas de, comment dire, de conflit potentiel à l'accès. Quelque part, ça a déjà été géré. Mais, dans l'Erongo, en Namibie, vous avez des sites, notamment en bordure du massif, plutôt dans les terres communautaires, où les communautés ont de fortes réticences à ce que la mention des sites d'art rupestre, le fait qu'il y ait des sites d'art rupestre, soit porté à connaissance des institutions patrimoniales. Parce que du point de vue des communautés, à partir du moment où l'administration va savoir que là, il y a un site d'art rupestre, bah, l'administration va venir chez eux et va leur dire ce qu'il faut faire. Et bah, ils ne veulent pas que des personnes extérieures viennent leur dire comment gérer leur site. Donc du coup, là, par devoir de réserve, il y a une partie des données qui volontairement ne seront pas déposées. Ou après, on n'a encore pas tout à fait tranché si on fait comme pour les entretiens avec un embargo et où derrière, ce sera suivant les demandes que l'accès aux données sera rendu possible ou pas. Voilà, donc ça, par exemple, c'est les données qui sont dans les Rongo. Après, il y a toute la question de l'activité minière, parce que à proximité des sites d'art rupestre, on a aussi des mineurs artisanaux qui viennent miner avec le recensement de ces sites. Et là, il y a aussi la question, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, sachant qu'il peut y avoir des utilisations. On ne peut pas maîtriser l'utilisation qui va être faite de ces données. Et suivant comment on les récupère, on peut faire dire que la mine artisanale est un souci dans ce massif comment dire? Et venir contrôler et les institutions qui viendraient contrôler l'ensemble de la mine artisanale, de manière à protéger les sites d'art rupestre, mais avec des conséquences dramatiques pour ces communautés locales, pour lesquelles c'est un des seuls moyens de subsistance. Donc du coup, là, c'est des données a priori qu'on ne va pas, déposer par peur de l'utilisation qui pourrait en être fait derrière. Ça, c'est ce que je vous l'ai dit et après, toutes les réflexions qu'on a eues aussi sur comment, stocker ce type de données pour que ce soit utile et donc du coup, le fait aussi que ce soit un projet interdisciplinaire. Donc déjà là, dans un premier temps, on dépose les différents types de données dans le dans un ShareDoc qui est hébergé donc dans Humanum. Et à la fin du projet, il y aura un dépôt sur Nakala. Et Arada, c'est un autre serveur qui est en Afrique du Sud. On ne sait pas encore si ça sera possible de déposer un jeu de données également en Afrique du Sud dans ce service-là qui s'appelle Arada. Pour des raisons en fait ils sont tout en comment dire? En restructuration et on ne sait pas à quel stade ils seront à la fin du projet qui est l'année prochaine, pour pouvoir faire, ce dépôt. Alors dans, la structure Humanum, donc là nous on utilise ShareDoc pour l'instant pour, stocker et partager nos fichiers entre les personnes du projet et ensuite à la fin donc on aura un dépôt dans Nakala. Donc voilà, dans ShareDoc à quoi ça ressemble et donc à la fin dans Nakala et peut-être donc dans ce dépôt, sur, Arada. Alors on a du coup commencé à, structurer nos données en vue d'un dépôt sur Nakala en fin de projet. Donc là, c'est en fait le tableau dans lequel les uns et les autres doivent, déposer leurs données. En tout cas, doivent créer les métadonnées en lien avec leurs données.
Donc, vous voyez qu'ici, on a différents onglets, photos, vidéos, texte, production graphique, échantillon, mesure, haut de tableau. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on s'est mis d'accord qu'on allait les déposer. Mais ensuite, chaque chercheur fait son tri dans les données qu'il va ou non déposer. Toutes les données ne vont pas être déposées. Déjà parce que des fois, il y a des données, voilà, des fois, on va prendre 4 fois la même photo sous un angle différent et ça sert pas à grand chose de toutes les déposer. Mais il y en a d'autres, au regard des différentes réserves que j'ai exprimées avant et aussi des différentes sensibilités où, certains ne vont pas, souhaiter les déposer. Donc, après, c'est à chacun de faire ce travail de renseignement, de création de métadonnées en lien avec donc l'identifiant unique de sa donnée et de préparer ses dossiers pour le versement à la fin, du projet. Donc on a un collègue, hein, qui chapeaute un peu cette phase de collecte et de stockage et ensuite de versement des données. Mais pour autant, même si on a un collègue qui est mobilisé là-dessus, bah, ce collègue, il peut pas faire à la place des autres. Donc ça, c'est après, c'est à la responsabilité de chacun. Donc, j'espère que mes différentes relances auront été entendues et qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises à la fin du projet. Mais ça, pour l'instant, j'en n'en sais absolument rien. Donc, associé à ce tableau Excel, il y a donc une notice dans les différentes manières de remplir les différents champs avec, des thésaurus également, qui ont été, créés pour, pouvoir marquer et suivre les différentes, photos. Mais encore une fois, c'est la responsabilité des uns et des autres de faire leur dépôt au fur et à mesure. Donc en guise de conclusion, bah, embaucher un data manager, donc on a un collègue qui a vraiment un petit temps de travail là-dessus, bah, ça résout pas tous les problèmes, hein, ça peut accompagner, mais ça peut pas faire à la place. Heu, que déjà c'est compliqué de les mobiliser pour les réunions et aussi d'organiser des missions collectives, donc pour la gestion de leurs données, encore une fois, c'est de leur responsabilité. J'espère que j'aurai pas trop de mauvaises surprises à la fin des données. Et puis que, bah, voilà, on fera au mieux. On fera au mieux avec ce qui aura été, déposé et en fonction aussi des positionnements éthiques, des uns et des autres, par rapport aux différents types de données et comment penser leur archivage. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'aurai plaisir à répondre à vos questions.